l'hôpital public, on le défendra, tu ne le détruiras pas. La grande équipe, c'est quoi? C'est vous n'êtes plus affecté à un poste fixe. Vous êtes un jour du matin, un jour de l'après-midi, et en fonction des besoins, on vous demande de faire des nuits en plus. Comment organiser sa vie quand 80% du personnel aujourd'hui sont des jeunes femmes, souvent avec des enfants ou des femmes isolées? Ce n'est pas possible, ça, monsieur Martin Hirsch. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a plus de démissions à l'assistance publique que de personnel qui se propose à l'embauche. Alors après, vous nous dites, ah, on est bien obligé de fermer des lits parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Mais vous créez cette situation. Et cette situation, ça entraîne ce qu'on appelle des pertes de chance pour les patients, c'est-à-dire des morts évitables. Parce qu'il y a un retard à la prise en charge des patients aujourd'hui. Le problème, c'est pas le nombre de malades Covid aujourd'hui. C'est qu'on n'arrive plus à s'occuper des malades qui ont des cancers, des malades qui ont des problèmes cardiovasculaires, des malades qu'on doit opérer. Nos objets de revendication sont quand même assez clairs depuis le temps qu'on les milite. C'est arrêter de la fermeture des lits, on demande des moyens financiers et humains, et on demande une reconnaissance de tous les diplômes et une revalorisation salariale. Notre santé, si on ne la sauve pas, on n'aura plus le choix, on n'aura pas accès aux soins. Ou alors faudra, au lieu de sortir la carte vitale, il faudra sortir la carte bleue. Bon, ça vous le savez. À l'américaine. Ben voilà, donc c'est en train de se faire puisque l'hôpital est très ébranlé à la sortie du Ségur où les soignants ne se retrouvent pas. Alors justement, comment sauver l'hôpital aujourd'hui? Je pense que ce soit une décision politique. Voilà, je ne vois pas autrement. Soit on décide de soigner ou on ne soigne pas, c'est assez simple. Je pense que c'est un droit à tous, c'est un droit fondamental, ça fait partie du pacte républicain. À partir de là, on met l'argent, on paye des impôts pour ça. Déjà, il y a beaucoup d'argent à récupérer, je crois, sur l'évasion fiscale. Donc, tout est à faire. C'est entre les mains des politiques. Et c'est le moment. Je pense que ça doit être le cœur de la campagne. Aujourd'hui, c'est notre santé. Et est-ce que pour vous, depuis le Covid, la situation continue de s'aggraver à l'hôpital? Complètement, oui. Il n'y a pas de ce qu'ils appellent à la normale. Le retour à la normale, non, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant parce que on s'y retrouve pas, surtout en région parisienne. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup d'urgences qui sont fermées là en France. Là. Voilà. Voilà quoi. Il faut mettre le paquet. Voilà, il faut mettre de l'argent sur la table, il faut devenir attractif et améliorer les conditions de travail. Ouais, tout simplement pour soutenir les soignants des AP-HP, tout simplement, en tant que gilet jaune, en tant que citoyen lambda. Et je pense que le gouvernement fait tout pour casser l'outil bien commun, intérêt général, il casse tout au nom de l'Europe. L'Europe, je suis désolé, mais l'Europe, j'ai été biberonné à l'Europe. Malheureusement, l'Europe d'aujourd'hui n'est pas celle qu'on a voulu hier. J'ai voté en plus le référendum de 2005 qui a été bafoué par notre caste politique, toutes tendances confondues. Quand vous pensez qu'un ancien président de la République déclare aux étudiants de la Sorbonne le 30 octobre 2019 qu'un référendum peut être dangereux, ça vous demande le niveau de démocratie de ces gens-là. Est-ce que justement vous considérez que depuis le Covid, la situation à l'hôpital elle s'aggrave, les lits continuent à être fermés, il y a de moins en moins de monde, comment vous voyez ça? Malheureusement oui, j'ai perdu mon parrain il y a à peu près une semaine et demie. Pour une prothèse de hanche, il a été opéré à l'hôpital de Chartres, pour ne pas citer. Il s'est ramassé une maladie nosocomiale, il en est décédé. Donc ça démontre que les soignants, malheureusement surchargés, font des erreurs et les erreurs, c'est les patients qui les payent en bout de course. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver l'hôpital aujourd'hui, pour que ça aille mieux en tout cas? De toute façon, il faudrait changer toute la hiérarchie, je pense. Il faudrait aussi arrêter de mettre l'économie en tant qu'épicentre, alors que c'est l'être humain qui doit être l'épicentre de la société. Parce que sans économie, sans l'être humain, il n'y a pas d'économie. L'économie est un outil sociétal. Et ça, ils ont tendance à l'oublier.
moi je suis mobilisé, monsieur, depuis le 14 juillet contre l'obligation vaccinale et contre la suspension de mes collègues. Moi j'étais vacciné par contrainte, donc c'était pas mon choix de départ. Et on voit bien que l'hôpital est en tension depuis au moins 2 ans, qu'on alerte. Et là on suspend des gens parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Et on s'aperçoit maintenant, mais on le disait depuis le début, que ça n'empêche pas la contamination en étant vacciné. Donc pourquoi on suspend des gens qui ont donné un dévouement total à la première vague? Et c'est extrêmement violent. Le gouvernement s'enferme dans une forteresse de mépris, de tout ce que vous voulez pour dénigrer les soignants. Et ça, c'est extrêmement dur à vivre. Maintenant qu'il manque du personnel, que des lits ferment, j'espère que la population va se réveiller et va nous soutenir. Et justement, sans même parler du pass sanitaire, est-ce que vous constatez une aggravation des conditions de travail à l'hôpital, y compris depuis le Covid? Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas mis les pieds dans un hôpital. Si vous avez des parents, des grands-parents qui veulent prendre un rendez-vous chez un généraliste simplement, regardez le temps qu'il faut. Il faut entre 10 à 15 jours pour un simple mal de gorge. Et pour à l'hôpital, pour une spécialisation, je ne sais pas, il y a plein de gens qui se font soigner pour un cancer, etc. Et ils mettent du temps à pouvoir avoir un rendez-vous parce que tout est annulé pour soigner le Covid. C'est extrêmement violent, monsieur, extrêmement violent. Et aujourd'hui, c'est quoi la solution alors pour sauver l'hôpital ou éviter au moins la dégradation? Déjà respecter le personnel soignant, c'est-à-dire ne pas les considérer comme des parias, les augmenter le nombre de personnel pour avoir une prise en charge correcte et pas fatiguer le personnel qui fuit l'hôpital. Vous savez, l'hôpital public ne tient que par ses soignants depuis plus de 10 ans. On change nos horaires, on fait des heures sup, on compte pas nos heures. Et à la fin, au final, on nous dénigre parce qu'on ne veut pas se faire vacciner. Je trouve ça horrible, vraiment, vraiment horrible. J'en ai les larmes aux yeux parce que aujourd'hui, les syndicats se mobilisent. Mais nous, on est dehors depuis le 12 juillet, depuis que Monsieur le Président a dit qu'il allait suspendre les soignants et pompiers. Les pompiers sont dans le même cas que nous. Donc on travaillait déjà à flux tendu avant. Si on suspend des gens, forcément il va manquer du monde sur le terrain, forcément. Et ceux qui restent sont extrêmement fatigués. Cherche chez toi l'hôpital public, on le défendra, tu ne le défieras pas. Vous tenez une pancarte justement pour dénoncer l'évasion fiscale. Alors justement, quel lien aujourd'hui entre la destruction de l'hôpital public et l'évasion fiscale? Eh bien, juste quelques chiffres. Pour l'évasion fiscale, par exemple, les 80 milliards d'euros, ça pourrait payer, ça pourrait boucher 2 fois le trou de la sécurité sociale. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'hôpital public ou au moins éviter la dégradation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait que l'État puisse récupérer cet argent-là qui part dans les paradis fiscaux et faire, avec un certain courage politique, pouvoir récupérer cet argent par exemple Amazon, Total, qui ne paye pas d'impôts, la BNP. Et alors ça représente combien l'évasion fiscale? L'évasion fiscale, elle représente 80 milliards d'euros. Par an? Oui, par an, bien sûr. La population, les personnels refusent, exigent le maintien de tous les lits, les recrutements nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, la seule réponse du ministère, c'est de dire qu'ils n'ont pas de soignants dans les placards. Honte à eux, honte à Véran, honte à ce gouvernement qui a fait fermer 5700 lits en pleine crise épidémique, qui a suspendu 15 000 soignants des hôpitaux. C'est ça leur plan pour lutter contre l'épidémie, mes camarades et mes collègues. Nous ne pouvons accepter. Les 4000 manifestants à Mayenne ont les mêmes revendications que les milliers que nous sommes aujourd'hui et que les centaines de milliers que nous sommes dans les établissements de santé, publics et privés. Nous refusons cette politique qui vise à détruire les lits d'hospitalisation, réduire la masse salariale, qu'ils titularisent les 200 000 contractuels de la fonction publique hospitalière, qu'ils augmentent les places dans les facs de médecine, qu'ils augmentent les places dans les IFSI, et après ils viendront nous donner ils viendront s'exprimer devant nous.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et nous sommes ici pour exiger l'arrêt pur et simple, immédiate, de toutes les fermetures de lits, de toutes les restructurations. Arrêt immédiat des groupes de discussion. Nous n'en voulons pas, nous n'irons plus. Maintenant, c'est des réponses que nous exigeons. Les délégations vont être reçues, sont reçues en ce moment. Et si le ministre, si ce gouvernement ne répond pas par l'arrêt immédiat de tout ça, eh bien nous nous adresserons à Macron directement, parce qu'ils sont responsables, mes camarades. On lâche rien. Vive les revendications, vive l'hôpital public. Tous les soignants, nous nous sommes impliqués depuis plus de 10 ans dans des démarches qualité d'amélioration des soins constants malgré la diminution des moyens. Face à la situation, nous avons besoin de toutes les forces vives, de tous les soignants suspendus, de tous ceux qui connaissent leur métier et qui sont au chevet du patient pour faire face à tout ça et continuer la lutte pour améliorer les soins dans la situation où on est. Quelle qualité des soins, face à quelle qualité des soins on est actuellement sans soignants sur le terrain, avec les blocs qui ferment, les interventions qui se décalent, les services d'urgence qui ferment. On a besoin de toutes les forces, on a besoin d'être écoutés, alors que l'HAS se met en route pour faire l'accréditation qualité des établissements de santé en 2022. Comment voulez-vous que les soignants continuent à s'impliquer dans ces démarches alors qu'ils ont besoin d'être absolument sur le terrain, à la fois pour la recherche médicale contre le Covid, mais aussi pour tous les autres patients atteints de maladies chroniques, pour poursuivre leur prise en charge, parce qu'ils sont les oubliés dans la crise. Certains n'ont plus accès à l'hôpital, il y a des retards diagnostiques, et ça n'est pas possible en France en 2021. Merci à tous et aidez-nous et écoutez-nous. Je suis secrétaire du syndicat FO des hospitaliers d'Aix-Pertuis, mais le plus important, c'est que lors de l'Assemblée Générale du Personnel du 23 novembre, en présence des deux syndicats, des deux autres syndicats, CGT et CFDT, j'ai le mandat pour représenter le personnel par vote et les syndicats FO, CGT, CFDT sur les mêmes revendications que nous avons tous et toutes. Sur Aix-en-Provence, c'est pas très compliqué, c'est pareil que chez vous. En juillet et août, il y a eu 18 lignes de SMUR qui ont été supprimées. Ce gouvernement ment. Ce gouvernement est un gouvernement de menteurs et à la tête du ministère de la Santé, en premier lieu, Véran. J'entendais tout à l'heure, variant. Oui, c'est exactement le mot. C'est inacceptable, c'est intolérable. Si nous n'avons pas des réponses, alors oui, et je suis d'accord, il faudra remonter massivement, en masse, de partout. Parce que l'hôpital, c'est à nous, c'est la sécurité sociale, et nous sommes nous contre les fermetures de lits, contre les fermetures de postes, et en aucun cas, comme syndicat, nous ne participerons, nous ne mettrons un doigt dans la gestion de la crise et la destruction du statut. Donc au nom de la Fédération de la Santé et de l'Action Sociale de la CGT, comme vous tous, nous tous, je veux dire, nous l'ensemble, on se réunit encore une fois, rassemblés ici, pour dénoncer les fermetures de lits de l'hôpital public, pour dénoncer évidemment la régression sociale qui s'installe vraiment drastiquement dans nos hostos, par évidemment la non-employabilité, par la perte de chance qui s'installe de l'offre de soins, par la diminution de lits et des services. Et paradoxalement, évidemment, on arrive à la 5e vague, et cette 5e vague annonce quoi? Que déjà, à l'hôpital Trousseau, à l'hôpital Necker, à la Pitié-Salpêtrière, déjà il n'y a plus assez de lits pour prendre les bébés victimes de bronchiolite. C'est purement et simplement un scandale ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est même criminel. Alors monsieur Véran, on n'arrête pas de le dire, monsieur Macron, on a besoin de lits, on a besoin d'emplois, et évidemment de l'augmentation des salaires pour reconnaître nos métiers, ces métiers aussi nobles, aussi beaux d'humanité que l'on peut avoir aujourd'hui dans notre pays. Il est scandaleux que ce gouvernement ne nous entende pas depuis 2 ans et demi. Souvenez-vous, avant le Covid, les urgences étaient déjà en grève pour dénoncer le manque de moyens. Arrive la période Covid et ils nous ferment plus de 5700 lits en 2020 en pleine période Covid.
Oui, on le répète, c'est scandaleux. On ne cessera de le répéter. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'on est en train de mettre la responsabilité juridique directe aux soignants qui vont se devoir encore choisir quel patient on va soigner plutôt qu'un autre. Ça suffit, c'est scandaleux. Il faut vraiment même arriver à ce que nous, les personnels, nous portons plainte contre ce gouvernement qui est en train d'abîmer notre protection sociale et notre système de santé français. Alors ensemble, et c'est vraiment ensemble, toutes les organisations syndicales, les associations, les collectifs, ne lâchons rien, restons unis, parce que face à ce gouvernement, on n'aura plus d'hôpital public demain. Même les cliniques privées, qui elles font évidemment des profits faramineux, eux aussi n'ont pas les moyens, sauf qu'eux ils se taisent, parce qu'ils doublent leur salaire. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est lamentable. On nous met en concurrence partout. Soignants, soignez, solidarité. Soignants, soignez, solidarité. On veut des lits, des postes. Pour l'hôpital public, on veut des lits, des postes. Pour l'hôpital public, on veut des lits, des postes. Pour l'hôpital public, on veut des lits, des postes. Pour l'hôpital public. Oui, ensemble, réintégration de tous les collègues. Ça suffit, il faut embaucher et il faut arrêter cette politique de massacre qui fait que rendre la peur au ventre des soignants qui fuient l'hôpital. On veut des lits, des postes pour l'hôpital public. Des postes pour l'hôpital public. On veut des lits, des postes pour l'hôpital public. Tous ensemble, réellement tous ensemble, parce que ne pas être ensemble, c'est le pire de tout. Ils vont tout gagner, alors laissez-les pas faire. Ensemble, on veut des lits, des postes pour l'hôpital public. Donc vous venez en tant que représentant de la France Insoumise. Donc justement, pourquoi la France Insoumise aujourd'hui soutient cette mobilisation? Parce que c'est important de soutenir le service public pour les travailleurs qui sont exploités aussi par ce système capitaliste. Le gouvernement sacrifie les lits et c'est important de soutenir pour défendre la santé publique gratuite pour toutes et tous, contre les fermetures de lits, contre les fermetures et les délocalisations. L'hôpital public, il est en danger pour vous aujourd'hui? Oui, il est en train de passer sous les mains du marché. Pendant que le gouvernement sacrifie le service public de la santé, ce sont les actionnaires qui se remplissent les poches et il va falloir faire payer les plus riches pour redévelopper le service public. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour sauver aujourd'hui l'hôpital public et sauver les services publics en général? C'est-à-dire maintenant il faut arrêter de fermer des lits et réouvrir tous les lits qui ont été fermés par le gouvernement depuis le début de la crise. Il faut créer un monopole géré démocratiquement par les travailleurs et par la population. Il faut augmenter les salaires, il faut plus de personnel, il faut développer la santé de proximité et c'est par des mesures comme ça, avec les revendications pendant les luttes, mais aussi avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon que nous on défend qu'on arrivera à parvenir à ces revendications et à ces avancées sociales. Assistante maternelle, agente de